Voilà, donc on va commencer. Il est 14 heures, donc bienvenue à tous pour ce séminaire en visioconférence. Alors aujourd'hui, donc on a le plaisir d'accueillir Yvon Madet, que, bon, en principe, je dirais, Yvon n'a pas besoin de présentation, mais peut-être qu'il y a des gens qui ne le connaissent pas à cause de toute la nouvelle assistance en visioconférence. Donc, Yvon a été directeur du laboratoire, un numéricien prestigieux. Il a reçu le prix pionnier de ICIAM récemment. Et très vite, au moment du développement de la crise du Covid, il a mis en place un séminaire à distance, donc avec plein de choses très différentes en fait, sur la manière dont on pouvait aborder des problèmes très différents autour de cette crise. Et donc, il va nous parler de ça. Alors, il y avait un film dans les années 60, je crois, qui s'appelait Deux ou trois choses que je sais d'elle. Et donc là, c'est deux ou trois choses qui sont nées du groupe de travail MATCAT Covid-19. Yvon, à toi la parole. Ok, merci Albert, merci pour cette sympathique introduction et merci aussi de me permettre de présenter ces petites réflexions, ces débuts de travaux qui, dans le cadre du groupe de travail Math for COVID-19, parce que le 4 se dit fort pour faire un sens. Voilà. Donc, je vais vous parler en particulier de deux initiatives qui sont nées de ce groupe de travail, le réseau Aubépine et Covidia, avec un certain nombre de collègues. Alors, en fait, je ne suis absolument pas du tout dans cette direction-là, a priori, puisque on vient d'avoir avec quelques collègues PI un chimiste, un mathématicien et une computer scientist qui est plus proche de ce qu'elle fait que d'être informaticienne. Donc, Laura Grégory, Jean-Philippe Picmal et Eric Cancès. J'étais embarqué sur l'ERC Synergie, sur les maths pour la chimie. Et puis est arrivée cette épidémie qui a changé, bouleversé toutes nos vies. Et puis, tous les matheux de l'ancien campus Jussieu, donc de Paris 6 et Paris 7, ont vu se succéder un certain nombre d'articles dans la news Jussieu des mathématiciens. Donc là, j'ai pris une photo d'écran des échanges qui ont eu lieu entre le 9 et le 12. Et vous voyez, tout ça, c'est pour le Covid-19, dans laquelle il y avait des choses bien qui étaient dites, il y avait des choses un peu bêtes qui étaient dites. Et donc, je me suis dit, bon, il serait temps quand même de regarder un petit peu ce qui se passe et de regarder ce que nous, mathématiciens, avons dans nos fonds de tiroir. Donc, du coup, le 13 mars, après en avoir discuté avec quelques personnes au laboratoire, et soutenu par Marie Dounmic et Marie Postel. Donc, nous avons lancé ce groupe de travail, au début simplement au sein du labo, et puis ensuite, ça s'est petit à petit étendu, et maintenant, il y a 180 personnes qui ont désiré participer à ce groupe de travail, dont l'idée était dès le début d'être un groupe de travail interdisciplinaire. Alors, bon, bien évidemment, ça n'a pas empêché la boîte mail d'être encombrée par des messages. Regardez ici, c'est simplement le 15 mars, quelques-uns des messages qui ont été échangés sur la liste Math News de Paris 6 et Paris 7, enfin de Sorbonne Université et Université de Paris maintenant. Voilà, donc, le jeudi 12 mars était créé ce groupe de travail virtuel. Au début, ce n'était pas avec Zoom, mais c'est rapidement passé sur le forum Zoom. Et donc, l'idée que vous pouvez voir sur la page d'explication de ce groupe de travail, c'est que les directions à explorer étaient très larges. On voulait vraiment que ça soit interdisciplinaire. Bien évidemment, parler des modèles dont je vais parler plus profondément par la suite, mais aussi de la modélisation moléculaire, regarder à l'échelle moléculaire, et ça, c'était évidemment dans le cadre de l'ERC avec Jean-Philippe Picmal, Eric Cancès et Laura Grégory. Donc, essayer de comprendre au niveau moléculaire ce qui se passait
éventuellement au niveau particulaire, regarder la fixation du virus sur des particules atmosphériques ou sur des gouttelettes d'eau. Donc, modèle de propagation, adaptation à la France de ces modèles de propagation, modèle d'évolution du virus, ainsi que les modèles d'interaction entre virus et eau. D'accord ? Et donc, ça, c'est l'ensemble des séminaires qui ont eu lieu entre le 12 mars et maintenant. Et il y a des exposés à venir. Donc, Alberto Donofrio lundi prochain, Henri Berestiki jeudi prochain, Stéphane Gobert après, etc. Donc, le groupe de travail continue à se réunir à la fréquence de 2 ou 3 groupes de travail par semaine. Voilà, bon, alors je vais vous parler d'une toute petite partie des choses que j'ai apprises et qui m'ont interpellé et sur lesquelles j'ai voulu rebondir avec quelques personnes dans l'entourage qui ont bien voulu aussi continuer à travailler là-dessus. Donc, un modèle compartimental pour les épidémies, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, eh bien, on est dans le cadre d'une infection d'une maladie, ici le Covid-19. Et donc, dans ces modèles compartimentaux, la population est différenciée en plusieurs sous-ensembles, des compartiments qui sont exclusifs les uns des autres, donc il n'y a pas de recouvrement. Et le modèle le plus simple, par exemple, c'est le modèle SIR, dans lequel on note des personnes susceptibles, qui ne sont pas malades, mais qui sont susceptibles d'attraper la maladie. Il y a des personnes qui sont infectées et contagieuses, qui avec des symptômes plus ou moins marqués. Et puis les R, ceux qui sont guéris ou morts. Bon. Voilà, donc il y a 3 compartiments, S qui risquent d'attraper la maladie, I qui l'ont, R qui ne l'ont plus. Voilà, donc ce modèle a 3 compartiments, est le plus simple décrit, mais évidemment on peut le détailler, augmenter les compartiments en imaginant plusieurs dizaines de compartiments qui vont tenir compte de l'âge, puisqu'on sait que la maladie affecte différemment les jeunes, les adultes et les seniors, et éventuellement avoir des sous-classes comme sur les sites où on peut suivre l'évolution de la maladie, on peut tout à fait le remarquer. Il y a aussi une question de sexe, donc on peut avoir des compartiments hommes et femmes. Et puis, on peut regarder l'activité professionnelle. Il y a des professions qui sont plus à risque que d'autres. Et puis, éventuellement aussi, aller un petit peu plus finement au niveau de la maladie, parce qu'une représentation, donc pas malade encore, malade et plus malade, c'est un petit peu grossier, surtout que petit à petit, on a appris plus de choses sur cette maladie. Et donc, on peut faire intervenir des choses qui sont comme les personnes infectées et non contagieuses, ne présentant pas de symptômes, donc ce qui s'appelle un compartiment exposé E, et c'est le E1. Et il y a un E2 dans lequel les personnes sont infectées, elles n'ont pas encore de symptômes, mais elles sont contagieuses. Et celles-là peuvent être très méchantes parce que justement, on ne voit pas du tout qu'elles sont malades. Elles sont malades, mais on ne le voit pas, à moins de faire un test PCR. Et ensuite, les personnes infectées et contagieuses, mais asymptomatiques. Et celles-là aussi sont un peu dangereuses parce qu'on ne les voit pas, mais elles ne sont plus dans la période exposée. Et le virus se développe dedans, mais sous une forme moins grave et pas visible. Alors, revenons au modèle SIR. Durant chaque période de temps, alors ça peut être des heures, des jours, des semaines, des mois, ces modèles simulent, à l'aide d'équations différentielles, le nombre moyen de personnes qui sont dans chaque des compartiments et qui passent éventuellement d'un compartiment à l'autre. Et donc, à la fin de chaque période, l'effectif de chaque compartiment est obtenu en regardant ce qu'il y a dans le compartiment et ce qu'on a perdu et ce qu'on a gagné. Et donc, chaque compartiment a un nombre d'individus qui est augmenté de l'effectif qui est entré. Et comment on peut rentrer dans le compartiment I? Eh bien, en étant infecté. On verra comment après. Comment on peut rentrer dans le compartiment R? Eh bien, en attendant suffisamment que la maladie ait fait son effet et qu'on soit guéri. Et puis, chaque compartiment est de fait diminué de l'effectif qui est sorti, c'est-à-dire quand on est sain, non malade, et qu'on attrape la maladie, eh bien, on sort du compartiment sain pour rentrer dans le compartiment I. Alors, donc ces modèles de type compartimentaux, on peut aussi les multiplier par zone. La zone, ça peut être une ville, une région, un pays.
Et on peut aussi faire interagir ces modèles. C'est-à-dire que dans Paris, il est évident qu'il y a des voies de communication qui sont favorables, le métro en particulier, quand on est les uns sur les autres, hein, et il est clair qu'on a plus de chances d'attraper une maladie que quand on se promène dans la campagne. Voilà, donc on peut imaginer avoir des modèles comportementaux qui sont à ces différentes zones, et on va voir justement comment on peut développer ça par la suite. Et vous voyez donc que le nombre de comportements peut alors complètement exploser, hein. Alors, revenons un petit peu au modèle mathématique d'un modèle SIR. Donc ça a été proposé il y a presque 100 ans maintenant. Donc le modèle proposé par Kermack et McHenrich, qui considère ces trois compartiments. On peut passer de l'un à l'autre. Et donc, on se pose la question, comment un individu sain peut-il contracter la maladie? Alors, il contracte la maladie, a priori, en rencontrant le virus. Et comment il contracte le virus? En rencontrant un individu infecté contagieux. Alors, cette rencontre, elle est proportionnelle au nombre d'individus sains, au nombre d'individus contagieux. C'est un premier modèle relativement simple. Parce que s'il y a très peu d'infectés, eh bien, il y a peu de chances qu'on rencontre un infecté. S'il y a beaucoup d'infectés, il y a plus de chances qu'on rencontre un infecté. Et de même, s'il n'y a pas beaucoup de sains, il y a peu de chances que les sains tombent malades. Donc, on a une relation de proportionnalité pour ce qui est de la partie contagion, qui est un facteur proportionnel, bêta, multiplié par le nombre de S et le nombre de I, le nombre d'individus dans la catégorie S, et le nombre d'individus dans la catégorie I. Alors, donc, il y a une normalisation pour que ça se passe à peu près à l'échelle. Et donc, on introduit grand N, le nombre total d'individus qui est ici, qui est la somme de tous les compartiments et qui, sur l'échelle, en tout cas, où on peut considérer la chose, on peut négliger les naissances et les morts et avoir quelque chose qui se compense à peu près. Donc, sachant que les morts dues à la maladie sont dans R. Et donc, on voit que ds sur dt, c'est moins, il y a une perte, bêta sur n multiplié par si. Alors, on passe à la suite. Ces individus qui sortent du compartiment S, qui rentrent dans le compartiment I, et donc on les revoit apparaître ici en di sur dt avec un signe plus, et ils guérissent, eh bien, ils guérissent avec un moins gamma I pour rentrer dans le compartiment des remis. Donc, le modèle SIR est vraiment très simple. Il est basé sur deux paramètres et une modélisation du comportement, comment on attrape la maladie, par ce facteur non linéaire, S fois I. Ce n'est évidemment valable ça que lorsque le nombre de personnes S et le nombre de personnes I est assez grand. Donc, en début de maladie, ce modèle ne peut pas marcher, ne peut absolument pas marcher. Alors, je pense que vous avez entendu pas mal de choses là-dessus. C'était simplement pour rappeler un petit peu le contexte et vous montrer un petit peu une courbe en France avec certains facteurs, donc un taux de transmission de 0,45 qui marche à peu près pour le Covid et un taux de guérison de 1/15e. Donc, sur 100 jours, voilà l'évolution. Et donc, si on ne fait rien, eh bien, effectivement, c'est des courbes qui ont incité les gouvernements à faire quelque chose. Eh bien, tout le monde va être malade et puis il va y avoir surtout une période d'infectés qui va être très très grande. Là, on est à 3,5 millions. Alors, je ne dis pas que c'est réaliste, hein, je dis simplement que bon, là, il y a un peu le feu dans la maison et donc il faut faire quelque chose. Alors, quoi faire? Eh bien, on peut diminuer la valeur du bêta en proposant un confinement. Et quand on confine à partir du 7e jour, et qu'on fait passer le taux de transmission de 0,45 à 0,15, on voit que le nombre d'infectés s'écrase. Il y a une petite inertie qui fait que ça continue à remonter ici, mais ça va tendre vers 0. Et donc, c'est effectivement ce qu'on a bien vu. Bon. Alors, ce modèle-là est vraiment trop simple pour être représentatif, puisque on a très vite entendu parler de la période pré-infectieuse dans laquelle les gens ne sont pas contagieux, et puis et le fait que beaucoup de malades peuvent passer inaperçus. Alors très vite, il y a eu ce modèle de Magal qui a été mis sur la table comme étant un modèle un petit peu plus réaliste.
Et vous voyez apparaître à nouveau des paramètres qui vont permettre d'aller de S vers I, qui est un paramètre taux ici, qui remplace un peu le paramètre bêta de tout à l'heure. Ensuite, quand on est asymptomatique, porteur du virus, mais pas encore malade, soit on va dans une catégorie asymptomatique, malade asymptomatique, soit malade symptomatique et qui éventuellement va être diagnostiqué comme tel. Ceux-là vont être unnoticed parce qu'ils sont pourvus et ensuite removed. Alors, vous voyez qu'ici, il y a en plus un facteur qui est le temps dans lequel on va rester dans ce compartiment-là, et puis une proportion, nu1 qui va être symptomatique malade, et puis nu2 qui va être unnoticed parce que les symptômes sont absolument pas visibles ou très minimes. Alors, dans ce cas-là, voilà la forme du modèle où on voit un paramètre taux, un paramètre nu, un nu1, un nu2 et un état. Et donc, l'idée de montrer ce modèle-là, qui est un très joli modèle et sur lequel Magal continue à travailler et me disait hier encore qu'il avait amélioré ses représentations. Et je vous invite à regarder le YouTube du laboratoire où sa présentation dans le cadre du groupe de travail est présentée. Vous voyez donc, quand on augmente le nombre de compartiments, évidemment, on augmente le nombre de paramètres. Et ces paramètres, ce n'est pas comme le nombre de Reynolds, ça ne peut pas être mesuré. Ce nombre de paramètres, c'est déduit de données pour coller à l'évolution de la maladie. Et plus le modèle est complexe, plus il y a de paramètres, plus c'est difficile. Mais là, vous n'avez pas tout. Ça, c'est le modèle proposé dans ce papier avec Pierre-Yves Bouel et Victoria Colisa, dont vous avez sûrement entendu parler parce qu'elle est passée pas mal à la télé. Et donc là, vous voyez un certain nombre de paramètres dont certains sont fixés, le 3,7 jours, le 1,7 jours, le epsilon qui est là. Mais là, il y a encore des facteurs PA, MUA, 1- PA, PPS, MUP, etc., avec des facteurs MU ici, avec des PICU ici. Donc, ceci, c'est la phase où les gens sont malades et les gens sont infectés, mais pas encore complètement malades. Ça, c'est toutes les catégories de malades où il y a asymptomatique, paucisymptomatique, symptomatique avec mild symptômes et symptomatique avec des severe symptômes. Voilà. Et puis là-dedans, parmi les severe symptômes, il y en a qui vont aller à l'hôpital dans les zones de traitement intensif, et puis certains parmi ceux-là qui vont mourir, comme malheureusement, il y en a eu un petit peu trop. Ceci pour dire que pour bien représenter la maladie, voilà à peu près ce qu'il faut quand on veut représenter à l'échelle même d'une région. Ce papier-là, c'était pour regarder un petit peu l'impact de la réouverture des écoles après le confinement dû au Covid-2000 en Île-de-France. Et alors, en plus de ça, chacun de ces compartiments-là avait été différencié en 3 âges. Donc, je ne sais pas combien il y a de compartiments, je ne les ai pas notés, mais il y en avait à peu près 10. Donc, du coup, ça fait 30 compartiments. 30 compartiments avec l'idée d'avoir des compartiments, c'est différencier les coefficients. Donc, ça augmente aussi le nombre de compartiments. Bien. Donc, on comprend facilement que le nombre de paramètres à caler devient très grand et ça devient un problème et qu'il faut pour cela avoir accès à des données. Alors, l'accès aux données, ça a été, je trouve, un petit peu une catastrophe au niveau de cette épidémie puisque les nombres au niveau des hôpitaux, les hôpitaux n'étaient pas du tout prêts pour reporter le nombre de cas et donc il y avait une très grande variation. Après, on a décidé de mettre les morts du côté des EHPAD et donc il y a eu un grand saut qu'on a bien pu mesurer. Après ça, il y a un certain nombre de données qu'il aurait été bon d'avoir, les données de mobilité, par exemple, quand les Parisiens sont venus dans leur maison de campagne quand le confinement a été décidé. Tout ça, c'est des choses qu'il aurait été intéressant de suivre et qu'il n'a pratiquement pas été possible de suivre parce que les données étaient secrètes. Les quelques rares équipes qui avaient des données ne les ont pas facilement distribuées. Et donc, je pense que ça, c'est un problème qu'il faudrait régler. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, en particulier avant-hier lors de l'exposé de Cédric Villani. Je pense que l'État devrait avoir la possibilité
de faire réquisitionner un certain nombre de résultats qui sont dans ces ministères. Bien, alors, regardons un petit peu le modèle de Magal, et donc en particulier, on voit cette bifurcation entre les personnes qui ont été exposées au virus, qui vont donc devenir malades d'une façon sévère ou unnoticed. Et donc là, on voit qu'il y a une partie qui va aller dans un compartiment et une autre partie qui va aller dans l'autre. Et ça se voit ici avec le NU1 et le NU2 qui sont à ce stade-là, avec NU1 plus NU2 égale 1. Donc il y a une proportion qui va vers la partie unnoticed et une partie NU1 qui va vers la partie où on va vraiment voir les symptômes. Alors, donc ça c'est une question, est-ce qu'on arrive à avoir ce coefficient? Bon, donc quelle est la proportion de cas non reportés? Alors là, il y a très vite, Jocelyn Garnier, mi-mars, a fait une intervention sur France Inter en disant on n'arrive pas à estimer certains paramètres cruciaux. Les mathématiciens s'engagent à leur tour dans la lutte contre le coronavirus. Alors, il a donné de sa personne. Hein. Donc, il a fait une interview filmée et pour indiquer que c'était pas compliqué. Lui, avec ses connaissances de statisticien et de savoir évaluer les risques, en particulier dans les centrales nucléaires, il voyait que là, dans le modèle de Magal, qui était un modèle tout à fait envisageable et un bon modèle, il manquait un élément important pour lequel les données actuelles, c'est-à-dire le nombre d'infectés, le nombre de morts, le nombre éventuellement de personnes saines dans la population, eh bien tout ça ne permettait pas de connaître, je reviens en arrière, ce facteur NU1, ce facteur NU2. D'accord ? Et donc, pour avoir ça, il faut avoir accès à un échantillonnage aléatoire, comme pour les sondages. Donc, c'est une méthode qui avait été expérimentée à Seattle, sur la côte ouest des États-Unis, mais Jocelyn Garnier, comme beaucoup de ses collègues, espère l'avoir appliquée en France. D'accord ? Donc, non seulement il a donné sa personne en faisant cette intervention, mais il est monté très haut et donc au niveau de l'État, il a réussi à convaincre qu'il fallait faire ce type de sondage. Très bien. Et donc, je lui ai demandé où il en était après que Cédric Villani, il y a 2 jours, ait dit et fait passer l'information que ce n'était pas encore arrivé. C'est effectivement très complexe, mais je n'ai pas capitulé. Le dossier final avec toutes les accréditations, assurances, etc., est quasiment prêt à être soumis à la CPP, Comité des protections des personnes. Voilà. Donc, les données, c'est un vrai problème. En 2 mois, où Jocelyn a été actif, il n'a pas pu mettre en place ce sondage qui permettrait de savoir la proportion qui va dans la catégorie R et la catégorie U. Et sans ça, évidemment, on peut difficilement connaître la prévalence de la maladie, c'est-à-dire le nombre de personnes qui ont des anticorps contre la maladie, et donc la maladie peut continuer à se propager et peut éventuellement s'arrêter. On n'en sait rien, on n'a pas d'idée de ce côté-là. Voilà. Alors, il y a d'autres tests qui peuvent être mis en place, et maintenant on commence à en parler, et ça va faire l'objet d'un des points de l'initiative dans laquelle je me suis trouvé embarqué. Alors, avec Olga Mula, Thomas Boiveau et Atman Badka, donc les 2 derniers étant dans le cadre de l'Institut Carnot Smiles que j'ai rapidement mis sur ces problèmes-là, on s'est dit que, vu le peu de données qu'on avait, la meilleure chose qu'on peut faire, même si le modèle n'est pas très bon, c'est de travailler sur un modèle SIR. Alors, comment améliorer un modèle SIR? Eh bien, en lui mettant des coefficients qui dépendent du temps. On a 2 coefficients qu'on va caler avec peu de données, mais ces coefficients, ils vont dépendre en fonction du temps. Donc, là, c'est le modèle SIR que je vous ai montré. La seule différence, c'est que j'ai mis un bêta de t et un gamma de t. D'accord? Et alors, ces coefficients, on va les caler non pas sur toute la période de maintenant 2 mois qu'on connaît la maladie, mais on va le fitter sur des petites fenêtres glissantes pour connaître quelle est la meilleure valeur de bêta de t, gamma de t d'un modèle SIR qui colle aux données actuelles. Et donc, les données actuelles, ça s'appelle les e-data et les r-data. Et puis, on essaie de regarder ce qu'un modèle avec des paramètres bêta et gamma à déterminer va permettre
pour minimiser cette quantité-là, la différence entre ce que donne le modèle et ce que donne la réalité, I-data et R-data. Donc, on minimise sur bêta et gamma et on minimise sur des petites fenêtres. Si on pouvait minimiser sur un jour, ça serait parfait parce que ça nous donnerait des bêta et des gamma qui sont cadencés à la journée. Donc, ça, ce n'est pas possible. Donc, on prend des fenêtres de 5 ou 10 jours et ça nous donne une valeur au milieu de l'intervalle. D'accord? Donc, voilà ce que ça donne pour une simulation avec des bêta et des gamma qui dépendent du temps. Donc, voilà à peu près la forme des bêta et des gamma. Et voilà sur la France avec une fenêtre de 7 jours. Donc, alors, on ne voit pas très bien, mais les courbes sont vraiment très proches. Donc, les rouges, c'est le nombre de personnes infectées, c'est-à-dire quand, dans un modèle SIR, on prend le I plus R, tous les gens qui ont rencontré la maladie. Et la partie R, la partie recovered, c'est la partie en bleu. Et vous voyez que les courbes sont vraiment très, très proches. Ça, c'est pour la France. Ça, c'est pour l'Espagne, c'est encore mieux. Et on voit qu'effectivement, un simple modèle SIR arrive bien, en partant de ces conditions initiales et en utilisant les coefficients bêta de t et gamma de t obtenus en calant par fenêtre les coefficients bêta et gamma, on arrive effectivement à bien représenter la maladie. Il n'y a pas beaucoup de modèles qui est vraiment capable, sur une fenêtre de temps de 2 mois, en partant des conditions initiales, d'être capable de si bien représenter la maladie au cours du temps, un modèle aussi simple en tout cas. Mais en fait, il n'y a pas de miracle. Ça s'explique complètement, cette chose-là, parce que quand on reprend les équations qui sont ici, on voit que bêta de t, il peut coller à n'importe quelle dynamique de S et de I, du moins à condition que I de t et S de t ne s'annulent pas, puisque bêta de t, quand on met la formule en inverse, ça nous donne n sur I fois S multiplié par ds sur dt. De même, gamma, tout simplement, c'est égal à 1 sur I de t, di sur dt, moins bêta I S sur n. Donc, il n'y a évidemment pas de miracle. Simplement, cette remarque, je ne l'ai pas vue beaucoup, d'accord? Et comme l'idée, c'est d'essayer d'appréhender la façon dont les bêta varient et les gamma varient, eh bien, ça nous donne l'idée d'une proposition. Alors, c'est quoi la proposition? Alors, la proposition, c'est que d'une part, on a les données. Bon, OK? Et puis, on a des modèles. Alors, on a le modèle Magal, on a le modèle Colizza, et puis il y a plein d'autres modèles. Vous pourriez voir en regardant toutes les exposés qui ont été faits. En particulier, il y a un modèle de Gabriel Tourinich et Antoine Danchin qui propose une voie supplémentaire pour avoir la maladie, qui est par exemple par les eaux ou par les eaux usées. On va revenir là-dessus tout à l'heure. Et donc, on a plein de modèles dans lesquels il y a des paramètres. D'accord? Donc, ces paramètres, soit on essaie de les faire coller à la maladie, soit on se dit, il y a un de ces modèles-là qui doit être capable, à un moment donné, de représenter la maladie. Voilà. Alors, du coup, on va apprendre tout ce modèle-là. Alors, comment on apprend tous ces modèles-là? Eh bien, on les simule. Alors, l'intérêt d'un modèle virtuel, c'est qu'on peut le simuler du temps 0 jusqu'à 365 jours, ou même 2 années si on le veut, d'accord, en ayant un modèle avec des paramètres bien définis. OK, quels sont les bons paramètres? On n'en sait rien. Alors, on met plein de paramètres, d'accord? Et donc là, vous me voyez arriver avec mes brosses à bots parce qu'avec la culture base réduite que j'ai, je me suis dit, eh bien, fit-on maintenant un modèle SIR avec des coefficients bêta et gamma qui dépendent du temps, mais qui va être adapté à chacun des différents modèles, les modèles Magal, les modèles Colizza, les modèles, etc. Alors, ces modèles-là, ils sont représentés par le mu qui est ici. Hein. Là, il y a un mu, ça représente tous les modèles que vous pouvez simuler sur une année. Ça vous donne des familles de bêta de t et gamma de t. D'accord? Et alors, si cette famille de paramètres a une petite dimension de Kolmogorov, chacun des bêta de t et gamma de t va pouvoir être approché par un petit nombre d'éléments en base réduite qui représentent bien l'ensemble des bêta et l'ensemble des gamma. OK? Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Eh bien, on a des données réelles. D'accord? L'idée, c'est que, vu la richesse des modèles qui existent, il y a bien un modèle qui, localement, va bien représenter la solution. D'accord? Et donc, du coup, on fit un modèle SIR, bêta et gamma sur des données réelles et on se demande, est-ce que c'est dans la classe des S?
Est-ce que c'est dans la classe des S? C'est-à-dire on va trouver le meilleur élément dans S qui représente le bêta et le gamma obtenus à partir des données. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, du coup, maintenant, on peut extrapoler parce que cette famille-là, bêta T de mu et gamma T de mu, on le connaît sur une année. Les données, on ne les connaît que sur 2 mois. D'accord? Eh bien, si les données sont représentées par une approximation d'éléments en base réduite dans cette variété bêta de T, gamma de T de mu, représentée par la base réduite, eh bien, on va pouvoir faire de l'extrapolation. Au lieu de faire de l'extrapolation exponentielle, on ne sait pas si c'est croissant ou décroissant, au lieu de faire de l'extrapolation polynomiale, là, on a, grâce à ces différents modèles, une façon d'appréhender l'extrapolation. Alors, c'est du work in progress. J'espérais avoir des données qu'on n'a pas pu avoir et pour vous présenter des résultats. Donc, du coup, je vais vous présenter ça dans un autre cadre qu'on avait fait avec Germain Gong dans le cadre de son master l'année dernière, et puis dans le cadre de l'activité à Roscoff sur les bactéries. Alors, on reste dans le domaine de la biologie, mais donc la petite incise que je vais faire là, c'est comment récupérer de l'information quantitative à partir d'un modèle qualitatif. OK? Alors, allons-y. On est dans le domaine plus de l'épidémiologie, mais de la biologie, d'accord? Et on a des bactéries qui vivent, donc là je suis à côté de la mer, il y a des bactéries qui vivent dans la mer sur des algues. Et supposons qu'elles vivent, les bactéries, une bactérie de type N et une bactérie de type M, N étant le nombre de la première bactérie et M étant le nombre de la deuxième bactérie. Elles vivent en interaction mutualistique, c'est-à-dire qu'elles bénéficient chacune de la présence de l'autre. Alors, supposons que la réalité soit une interaction de ce type-là. D'accord? Alors, on voit ici, alors je vais le mettre, voilà. La seule chose qu'on sait réellement, c'est que lorsque N vit tout seul dans un milieu stérile, eh bien, voilà sa dynamique, qui est une dynamique logistique classique pour le genre de dynamique de population pour des bactéries. Et puis, le fait que N soit en présence de son milieu naturel fait qu'il va mieux. Alors, comment ça se manifeste qu'il va mieux? Eh bien, il y a ce facteur N racine de M qui vient améliorer la dérivée en temps, augmenter la dérivée en temps, augmenter la dynamique, parce que dès qu'il y a du M, eh bien, N se sent mieux, il y a un élément positif qui apparaît ici. Alors, l'idée n'est pas de discuter ce modèle-là, c'est un modèle d'interaction positive entre deux bactéries, et ces deux bactéries ont à peu près le même type. Alors, ce que je voulais faire remarquer ici, c'est que la seule chose qu'on sait, c'est que lorsque N est seule, elle se comporte comme ça. Lorsque N est seule, elle se comporte comme ça. La réalité qu'on ne connaît pas, c'est celle-là. D'accord? Mais ça, on ne le connaît pas. Et donc, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que dans son environnement naturel, il y a un meilleur comportement de la bactérie N. D'accord? Donc, du coup, lorsqu'elle est seule, dans son environnement naturel, elle a deux comportements différents. D'accord? Alors, donc, du coup, on se dit, il y a peut-être quelque chose dans le milieu naturel qui lui est bénéficiaire. Alors, on va l'appeler M, comme dans la réalité. On va l'appeler M, mais comme on ne connaît pas la loi, on va mettre une loi du même type que celui de l'épidémie. C'est-à-dire que M va être favorable à N parce qu'il y a un produit Mn qui est là. D'accord? Donc, ça, c'est un modèle classique d'interaction positive dans un modèle de dynamique de population. Et du coup, classiquement, si on dit ça, c'est un bon modèle, eh bien, on essaie de caler C et K sur les données. Alors, les données, je vous rappelle, il n'y a que N. Quand on a des données sur N et M, c'est un peu plus simple. Ici, je n'ai ni C, ni K, puisque c'est un modèle phénoménologique. Et le manque de bol, c'est que j'hypothétise le fait qu'il y a un M, il y a une deuxième bactérie. Et donc, le M, je ne peux pas le mesurer, puisque je suis en train d'hypothétiser le fait qu'il existe. D'accord? Et donc, on va caler la constante C, la constante K et la valeur de M sur les seules valeurs des données petites n. D'accord? Et on va utiliser ça pour essayer de comprendre le modèle et surtout essayer de l'extrapoler. Alors, on a fait ça avec Germain en définissant une famille de tels processus, de telles dynamiques de population, desquels on a fité le C, le K et le M as a function of time, fonction du temps.
comme tout à l'heure, je vous ai dit qu'on allait faire pour le modèle SIR. Voilà. Et donc, voilà la dynamique réelle, la référence, c'est la dynamique bleue. C'est celle qui correspond, je reviens en arrière, à une interaction n racine de m racine de n, dont je n'aurais jamais pu imaginer l'existence. Donc ça, c'est la réalité. D'accord ? Le modèle rouge, c'est un modèle without prediction, c'est-à-dire on regarde les coefficients sur le passé, entre 0 et moins 2, et on utilise les coefficients pour la suite. Alors bien évidemment, comme le modèle est un modèle sans racine carrée, ça va peut-être aller bien au début, mais après, ça ne va pas très bien. Donc, du coup, rouge, il y a une divergence entre la réalité et le modèle. Donc, l'extrapolation n'est pas terrible. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'on n'a pas utilisé l'apprentissage qu'on pouvait faire pendant le passé. Et l'apprentissage qu'on peut faire pendant le passé, c'est que les coefficients C, K et M dépendent des données, mais dépendent aussi du temps. Et donc, on peut fitter ces valeurs-là. Et voilà ce qui se passe, c'est la valeur jaune, lorsqu'on apprend la dépendance en temps de ces coefficients CK et M. Et vous voyez que là, c'est particulièrement remarquable. Alors, je vous ai présenté aussi le meilleur des résultats. Hein. Ça a été fait dans le cadre d'un master. Mais donc, c'est l'idée qu'on veut développer dans le cadre des modèles SIR. Si on arrive à bien apprendre comment les coefficients bêta et gamma en fonction du temps se développent sur des modèles qui sont assez réalistes, mais pas simplement du Magal, du Colizza, du Turinici-Danchin, etc., eh bien, on va avoir une variété suffisamment grande de paramètres, une réduction potentielle de complexité pour être capable de savoir comment les coefficients varient en les extrapolant. Bien. Alors, pourquoi on fait ça ? Eh bien, je vous ai dit que ce qu'on a commencé à faire avec Olga, Thomas et Atman, c'est travailler dans le cadre de Covidia, qui est donc une des initiatives qui a été mise en place par des médecins et dans laquelle j'ai été invité à intervenir. L'idée, c'est d'avoir un modèle de ce type-là au niveau de chacun des régions, des même sous-régions, et même plus exactement des 10 000 iris qui sont des îlots statistiques donnés par, sur lesquels on a pas mal de données et qui vont donc nous permettre de savoir localement ce qui se passe. Alors donc, tous ces iris-là, vous avez bien compris, multiplient le nombre de coefficients à définir. Et donc, c'est pour ça qu'avec Olga, Thomas et Atman, on a proposé d'avoir 2 coefficients simplement pour représenter le modèle et tirer des données, du peu de données qu'on a dans chacune de ces régions, apprendre l'évolution potentielle des coefficients au cours du temps. Alors, un modèle régional, c'est quoi? Alors, un modèle régional, c'est donc dans chaque iris, dans chaque région, il va y en avoir I allant de 1 jusqu'au nombre de régions, 10 000. Et donc, on a un SI de T, un EI de T et un II de T qui représentent le nombre des porteurs sains, le nombre des porteurs infectés, le nombre des porteurs remis. Non, c'est parce qu'on a pris un modèle SEIR. Voilà. Alors, dans ces iris, le I réfère à l'endroit où ils vivent, d'accord, et pas l'endroit où ils se trouvent. Et donc, à un instant T, quelles sont les personnes qui sont dans l'iris I? Eh bien, les personnes qui sont dans l'iris I sont les personnes qui sont affectées, identifiées comme appartenant à l'iris I, augmentées de ceux qui sont dans une autre zone et qui y viennent, et ça, c'est représenté par cette somme en J de lambda IJ de T, SJ de T, où lambda IJ de T, SJ de T est le nombre de sujets de l'iris J qui sont à l'heure actuelle dans l'iris I. D'accord ? Et bien évidemment, il faut retrancher dans l'iris I les éléments, les individus de l'iris I qui sortent et donc qui vont dans un autre iris, un iris J, qui est noté ici J différent de I, par la somme des lambda JI de T, SI de T. Voilà donc les individus, le nombre d'individus qui se trouvent à l'instant T dans l'iris I. D'accord ? Grosso modo, si on a dans une période de confinement où les gens voyageaient peu, eh bien, le SI de T restait pratiquement constant et en tout cas, le SI de T le soir était égal au SI de T, le SI cursif était égal au SI de T. D'accord ?
Alors, on fait la même chose avec les individus infectés. Et donc, pour les individus infectés, on a un facteur mu parce qu'il n'y a pas forcément le même voyage possible pour les gens qui sont infectés que pour les gens qui sont sains. Et on fait la même chose pour tous les compartiments. Et donc, du coup, maintenant, comment la population des SI attachée à certaines régions évolue-t-elle? Eh bien, elle évolue en étant infectée par des gens qui sont dans la zone I, des gens infectés qui sont dans la zone I au moment T. Donc, c'est un I cursif qui est là. Et quels sont les gens qui vont rencontrer des gens infectés de la zone I? Eh bien, c'est ceux qui sont dans la zone I. Et quels sont ceux qui sont dans la zone I? Les SI de T, moins la somme des lambda IJ de T, SI de T. Et par contre, il y a aussi pour l'iris I, les gens SI qui sont sortis de l'iris et qui vont rencontrer les infectés d'une autre iris. C'est pour ça qu'il faut mettre ici, en facteur négatif, un lambda IJ de TSI qui représente les seins de l'iris I qui sont actuellement dans un autre iris et qui vont devenir malades s'ils rencontrent les infectés de l'iris correspondant, l'iris J. Voilà, donc je vous ai expliqué la première équation. La deuxième équation, eh bien, le début, c'est exactement le plus le signe opposé à cette quantité-là. Et puis, il y a évidemment un temps de maladie vers lequel on va se retrouver RI. Et bien évidemment, ici, le nombre SI plus I plus RI est constant dans le temps, mais le nombre local en temps cursive étant égal au cursive S, au cursive I, au cursive R, est non constant au cours du temps. Donc, le modèle est en cours de construction et on a besoin pour ça de données abrogées, telles les données du téléphone mobile, les données de Facebook que PSL Étoile a réussi à récupérer et sur lequel il y a une jolie publication qui est parue il y a 2 semaines et je vous invite à la regarder. J'ai oublié de mettre la référence, mais je la mettrai dans mes transparents et ça pourrait être mis à jour. Et les données des eaux usées aussi, comme on va le voir, les données des eaux usées est aussi un élément intéressant à prendre en compte et on va le voir ici. Et ça a donné lieu, donc le projet des données des eaux usées, ça a donné lieu à un deuxième projet qui s'appelle le projet Aubépine, le réseau Aubépine, et qui est venu du papier suivant auquel j'ai été aussi invité à participer, qui consiste à regarder l'évaluation du virus SARS-CoV-2 sur la quantité de génome dans les eaux usées de Paris. Alors, en bref, que dit ce papier-là? La concentration d'ARN viral. Alors attention, ça n'est pas du virus qui est éventuellement contaminant, qui est éventuellement infectieux. C'est des morceaux d'ARN viral qui sont détectés dans les eaux usées. Alors pourquoi il y a du virus dans les eaux usées? Eh bien simplement parce que quand vous allez aux toilettes, les selles sont pleines de traces de virus. C'est une façon d'éliminer le virus. Il y a une façon vers le haut et une façon vers le bas. Et donc la concentration des eaux usées était d'environ 5 × 10⁴ unités génomiques, donc portions de virus, portions d'ARN du virus, le 5 mars 2020. À cette même date, donc quelque chose de représentatif. À cette même date, donc le 5 mars, il y avait moins de 10 patients confirmés de Covid 2000, seulement 404 individus testés positifs en France, pour la seule région parisienne. Donc là, c'est les eaux brutes de Paris. Pour la seule région parisienne, il y avait 91 cas confirmés et aucun décès n'avait été enregistré. D'accord? Donc vous voyez que les eaux usées sont capables de dire s'il y a ou pas un petit nombre de malades dans Paris ou dans une ville quelconque. On analyse les eaux usées. On regarde le nombre de traces de virus et on est capable, avec une certaine cohérence, de voir que ce nombre est bien lié au nombre de malades. Alors, donc dans l'ensemble, ces informations indiquent que l'épidémie était à ce stade précoce en région parisienne. Le suivi chronologique qui a été fait après le 5 mars, au cours du mois de mars et du mois d'avril, a vu une montée exponentielle du nombre de traces qui est passé de 5 × 10⁴ à 3 × 10⁶.
soit une augmentation grosso modo de 2 logs, avec un pic qui a été remarqué le 9 avril, et ensuite une réduction. La forme de la courbe de concentration rappelait la dynamique de maladie au niveau régional avec un décalage temporel de 8 jours. Donc, ce papier insistait sur le fait que dans l'ensemble, ces résultats soulignent que des informations essentielles peuvent être obtenues grâce à la surveillance des épidémies d'eau usée, telles que le début précoce d'une épidémie, l'évolution des infections, l'impact des procédures de confinement et une éventuelle remontée, une deuxième vague qui pouvait arriver. En fait, si une banque de données eau usée avait été disponible, on aurait même pu regarder l'arrivée de l'épidémie à partir du début décembre, voire effectivement quand la maladie arrivait. Cette banque de données d'eau usée n'existait pas, n'existe toujours pas. L'un des objectifs de ce réseau est de créer une telle banque de données sur les eaux usées de façon représentative. En fait, c'est l'intuition de Sébastien Wurtzel et de Laurent Blin qui ont dit top, on a déjà fait ce genre de truc, pas pour ce virus-là, mais on l'a déjà fait pour regarder des drogues ou pour regarder d'autres virus. Donc, mettez-nous de côté les eaux usées et on va les analyser. Et donc, ça a donné lieu à ce papier où on voit effectivement en rouge ici, à partir donc du 5 mars, je crois, c'était ça, à partir du 5 mars, on a les données ici, une augmentation, effectivement, ça c'est une échelle logarithmique de 2 logs, puis un certain moment après le confinement, une décroissance qui est tout à fait cohérente avec la courbe de maladie, la courbe de mort, et ça c'est une simulation que l'on a pu faire des excrétions de virus dans les selles. Parce que donc le chemin du virus à l'intérieur du corps, c'est de rentrer par le nez, de commencer à s'y multiplier, de redescendre au niveau pulmonaire, grosso modo, de passer dans le sang. Passer dans le sang, il y a par voie parentérique qui se retrouve au niveau de l'intestin. Et là, soit il est éjecté, soit éventuellement, il infecte aussi. Donc, du coup, on a proposé de continuer à travailler dans cette direction et on a déposé un projet auprès du CARE. Vous savez, le CARE, c'est ce consortium qui est l'un des deux parties scientifiques, conseils scientifiques auprès de l'Élysée pour donner des conseils. Et donc, la préconisation du CARE était de remarquer que là, c'était une bonne idée et donc de monter, organiser un réseau national d'équipes de recherche, monter ce réseau rapidement, proposer un maillage de territoire en collaboration avec les agences de l'eau et les gestionnaires de l'eau, déployer dans des communes volontaires soutenues par les agences de l'eau, évaluer la présence du virus infectieux dans les selles des patients, voir comment il se transporte, établir un lien entre la charge virale et la situation épidémiologique dans les hôpitaux et centraliser les résultats de façon sécurisée. Donc, il y a eu plusieurs équipes qui ont déposé des projets et en fait, CARE nous a incité, fortement sollicité pour nous mettre ensemble et travailler ensemble. Donc, au début, en plus de l'équipe initiale, il y a des gens du côté de Nancy et de Clermont-Ferrand qui sont venus s'adjoindre à l'équipe. Et maintenant, il y a quelqu'un du côté de La Rochelle, qui est Soisy Le Guyadère, qui permet maintenant d'avoir ce comité d'orientation scientifique d'Aubépine qui est depuis 2 mois en train de se monter. Donc, voilà déjà la carte d'abord l'ensemble des stations, les quelques 20 000 stations de traitement des eaux usées qui existent sur le territoire métropolitain. Ça, c'est les dom-tom, où là, évidemment, il y a aussi des stations d'eau usée. Et là, ce qu'on voit avec des étoiles, c'est celles qui sont les 35 premières, qui sont du ressort des équipes précitées, donc du comité de coordination et d'orientation scientifique d'Aubépine. Nous avons rencontré les agences de l'eau, nous avons rencontré les industriels, nous avons rencontré d'autres équipes sur le territoire national et maintenant, on va avoir une carte un petit peu plus complète du réseau.
Donc, avec Nicolas Cluzel, Karine Laurent, Si-Yoon Wang de l'Institut Carnot et Gilbert Saporta, qui nous donnent un coup de main pour regarder, bien échantillonner l'ensemble de la carte, nous travaillons donc sur la construction de ce réseau, bien évidemment dans le cadre du réseau Aubépine, pour proposer une stratification hiérarchique de toutes ces stations qu'on voit ici en jaune, pour en mettre quelques étoiles en plus et être capable d'avoir du type sondage une idée de ce qui se passe dans chacune de ces stations. Il faut qu'il soit évidemment dynamique, ce traitement-là des stations, parce que au moment des vacances, il va sans doute y avoir plus de monde sur le littoral, avec les défauts que ça peut avoir avec des stations usées qui sont peut-être un petit peu moins performantes et peut-être plus saturées au moment où des touristes vont venir sur la côte. Donc, il va falloir choisir un réseau minimal adaptatif en temps pour être capable, en partant des analyses des eaux usées, de voir une augmentation, une remontée du nombre de virus dans les eaux usées. Il faut choisir donc ce réseau minimal, étudier les traces du virus, de l'expression au steppe et modéliser le comportement du virus dans les eaux usées pour mieux nous aider à quantifier. On a vu une augmentation semblable à ce qui se passait dans les hôpitaux. Maintenant, est-ce qu'on peut avoir, au moins avec un facteur 10, être capable de déduire du nombre de traces de virus dans les eaux usées le nombre de malades? C'est un enjeu qui ne me semble pas impossible. Et donc, on va essayer d'y travailler en faisant des modèles d'écoulement dans les égouts et savoir comment le virus éventuellement se dégrade dans tel ou tel milieu. Voilà. Alors, sur cette maladie, tout le monde a bien compris qu'on apprend en marchant. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Il y a, en particulier, a été reconnu très vite, mais pas au mois de février, en tout cas, l'effet important des asymptomatiques, ce qui a donné l'idée de regarder le traçage. L'idée du traçage et de Stop Covid en particulier, c'est d'essayer de regarder les contacts que vous avez pu avoir, qui sont inscrits dans votre mémoire, mais qui sont inscrits aussi éventuellement dans votre téléphone, et qui permettent de ne pas oublier un certain nombre de personnes, et de savoir si vous êtes malade, eh bien, dans les 4-5 derniers jours, qui est-ce que vous avez rencontré? Ces personnes-là pouvant être informées du fait qu'ils ont rencontré quelqu'un, on ne sait pas qui, mais elles ont rencontré quelqu'un. Et donc, du coup, l'idée qui a été proposée par plusieurs groupes, et en particulier qui était visible dans l'exposé de Luca Ferretti, visible aussi sur le site YouTube du labo, c'est que quand quelqu'un est testé positif, eh bien, il serait bon qu'il s'isole ceux qui sont proches un jour donné et qui se trouvent proches du A qui a été malade, eh bien, tous les gens qui sont proches doivent se mettre en isolation et pendant 14 jours. Alors, quand j'ai entendu ce raisonnement-là, je me suis dit ça ne peut pas marcher parce que qu'est-ce que c'est que ce traçage? Vous avez un téléphone, on ne le voit pas, mais vous avez un téléphone, vous rencontrez quelqu'un à 1 mètre ou 2 mètres et son téléphone va rentrer en contact avec vous d'une façon ou d'une autre. Le problème n'est pas là, ça pose d'autres problèmes bien évidemment, le fait qu'il y ait le traçage. Mais rien d'un point de vue efficacité, je me suis dit que c'était un petit peu comme si on attrapait la rubéole. Hein. La rubéole est très, très contagieuse, beaucoup plus contagieuse que le Covid. Et donc, je me suis dit, si tous les gens auprès desquels je vais passer sont contaminés à cause de ça et qu'ils doivent s'isoler pendant 14 jours, eh ben, ça veut dire que c'est un confinement qui se cache. Très rapidement, tout le monde va être confiné. Alors, en fait, j'ai simulé ça par un modèle compartimental dans lequel on reconnaît un modèle SE1, E2, IUR classique, d'accord, dans lequel on a rajouté avec Thomas, Olga et Atman, on a rajouté un modèle de contagion de type rubéole. Voilà, le traçage, c'est la rubéole. Et donc, les susceptibles, les cibles vont conduire à isoler, à confiner un certain nombre de personnes. Et donc, voilà le type d'équation. Alors, je n'ai pas le temps de vous le développer, mais on voit ici le modèle classique de S qui va être contaminé avec un facteur bêta classique
en rencontrant des individus exposés qui sont porteurs du virus. Alors là, vous voyez les E2 qui sont les exposés en phase où ils sont infectieux et les U comme unnoticed qui sont malades mais qui ne sont pas à l'hôpital et qui n'ont aucun symptôme. Et du coup, ils infectent cela. Donc, on a un bêta S multiplié par les infectés qu'on rencontre. Alors, on ne rencontre pas beaucoup de I, ceux qui sont vraiment déclarés. Alors, c'est pour ça que j'ai mis un petit epsilon ici. On a mis un petit epsilon pour dire qu'il y a très peu de possibilités qu'un sain rencontre un I, et donc le bêta est modulé par un epsilon. Voilà. Et donc, au S, on enlève les confinés, parce que les confinés, ils sont mis à la maison. Voilà. Et comment peut-on devenir confiné? Eh bien, on devient confiné parce qu'il y a un modèle S-tilde qui est les gens qui attrapent la maladie du traçage. Et comment on attrape la maladie du traçage? En étant sain et en rencontrant des infectés, avec un facteur bêta-til qui est beaucoup plus grand que le facteur bêta du Covid. Un facteur bêta-til qui est du type de la rougeole, qui est beaucoup plus infectieuse, je le répète. Alors, je ne vais pas vous expliquer tout ça, d'accord? Mais voilà un petit peu ce que ça donne. Alors ça, c'est un modèle compartimental classique, SE1, E2, IUR, sans traçage. Et ça, voilà ce que donne le traçage rigoureux. Alors le traçage rigoureux, on regarde les deux, donc on est content parce que le nombre de personnes infectées totalisé qui est ici est plus bas qu'ici. Ici, on est parti de presque 69 millions d'individus, on est en France, et on arrive pratiquement dans ce modèle-là à 60 millions, 65 millions d'infectés. Donc, c'est un peu la catastrophe avec beaucoup de monde dans l'hôpital. Alors, oui, ça marche. Il y a beaucoup moins de monde dans l'hôpital quand on fait le traçage. D'accord? Mais vous voyez que le nombre de confinés qui est ici atteint 2,5 millions à peu près. Et ça, c'est s'il y a un traçage rigoureux. C'est-à-dire si tout le monde a un téléphone et met l'application Stop Covid en marche. Un traçage réaliste, c'est celui-là. Et là, vous voyez que la courbe qui est là, qui est ceux qui attrapent la rougeole, eh bien, à un moment, tout le monde a attrapé la rougeole. Et puisque tout le monde a attrapé la rougeole, presque tout le monde va être effectivement confiné. Et on arrive à un taux de confinement qui est pratiquement le même que celui d'un confinement normal. Alors, la conclusion, c'est qu'il ne faut pas confiner les gens, il faut les tester. Quand on a rencontré quelqu'un qui a éventuellement attrapé la maladie et qu'on a attrapé donc du coup la maladie du traçage, il faut le tester. Il ne faut pas qu'il se confine, parce que s'il se confine pendant 14 jours et qu'il n'est pas malade, eh bien, ça ne sert à rien. Donc, il vaut mieux le tester. Et pour ça, donc, il faut avoir beaucoup de tests. Il faut avoir compris le système, et en particulier, paraphrasant Cédric O, ce qui a été reporté dans l'exposé de Léo Perrin en début de semaine, il considérait qu'avec un taux d'adoption suffisamment grand, le traçage peut remplacer toutes les autres mesures. Le masque, le social distancing, incluant les tests. Et bien là, je pense que c'est faux. C'est absolument faux. Le Covid, pourquoi pas, mais à condition qu'on ait suffisamment de tests pour tester toutes ces personnes-là qui sont ici, hein, d'accord? Et ça en fait beaucoup, hein, ça fait 4 millions de tests à un moment. D'accord? Donc, il faut s'attendre à ça pour que ce soit valable. Alors, sur cette maladie, on apprend donc en marchant. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Eh bien, ce qui se passe en ce moment, c'est ça. Hein? Un beau point d'interrogation. On s'attendait tous à ce qu'il y ait une remontée et il n'y a pas de remontée. Alors, là, je fais ici un article qui est paru dans Santé et Épidémiologie. Les scénarios ultra optimistes sur l'épidémie de coronavirus foisonnent. Qu'en penser? Alors, qu'en penser? Les scénarios, c'est un déconfinement qui se passe bien. Oui, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. On voit bien qu'il y a différents endroits à Paris, autour du canal Saint-Martin en particulier, dans les jardins. On voit qu'il y a énormément de contacts. La vie est revenue presque comme avant. La saisonnalité, ben ça c'est pas mal, effectivement. La saisonnalité, la dispersion de la transmission, c'est-à-dire qu'on a parlé de super spreaders et ceux-là, ils ont tous été infectés, donc il n'y a plus de super spreaders. Et donc du coup, le bêta des super spreaders n'existe plus et donc du coup, ça diminue la transmission. Un effet sur l'immunité collective, une immunité croisée, c'est-à-dire il y a beaucoup de personnes qui sont saines, qui n'ont pas été exposées au Covid-19, au coronavirus, mais qui ont croisé d'autres types de coronavirus pour lesquels ils ont soit des process de protection qui existent. Moi, je crois plus à la saisonnalité. Je crois plus à la saisonnalité comme étant
quelque chose dans lequel… Alors, il y a plusieurs causes à la saisonnalité, et c'est l'un de mes derniers transparents. La saisonnalité, est-ce due à la température qui va affecter le coronavirus? Alors, on a vu avant le 12 mars, là, on a vu que le coronavirus disparaîtrait au-dessus de 27 degrés. Bon, évidemment, c'était n'importe quoi. Je ne crois pas que la température ait un réel énorme effet sur le coronavirus. Il n'y a pas vraiment de publication dans ce sens. Est-ce dû au fait que les gens vivent dans des espaces moins fermés et moins confinés? Ça, par contre, ça me semble beaucoup plus réaliste. En hiver, les gens restent à l'intérieur. On a parlé en Corée du fait qu'il y avait une personne qui avait contaminé énormément de personnes dans toutes les boîtes de nuit où il était passé. En un soir, il avait contaminé une centaine de personnes. Le fait qu'en été, on vive plus à l'extérieur, qu'on aère beaucoup plus, est certainement un effet, si saisonnalité il y a, qui est possible. C'est dû au fait que les gouttelettes éjectées par la bouche, et ça, c'est un vecteur de transmission très, très important. Ces gouttelettes s'évaporent plus rapidement à des températures plus élevées. Donc ça, c'est effectivement un effet de la température, mais pas directement sur le coronavirus, dû au vecteur qui transporte le coronavirus. Et là, dans l'exposé de Zaleski, qui portait un petit peu sur ce sujet-là, on voit qu'effectivement, les gouttelettes, alors il y a des grosses gouttelettes qui vont à une distance assez faible, et celles-là, on les voit, elles sont grosses, mais il y a des toutes petites gouttelettes, très fines, qui vont à une distance de 7-8 mètres. Donc, la distanciation sociale à 1 mètre ou à 2 mètres pour les plus importantes, quand quelqu'un éternue, bah, vous êtes foutu. Hein. D'autant plus que, comme ces gouttelettes sont chaudes et qu'elles sont plus chaudes que l'air, elles ont tendance à s'élever et donc pas à tomber par terre. Et donc, si vous êtes dans un entourage d'une dizaine de mètres de quelqu'un qui éternue et qu'il a le coronavirus, vous avez toutes les chances de l'attraper. Sauf si il fait chaud et que du coup, les gouttelettes s'évaporent très, très vite. Et à ce stade-là, les gouttelettes sont hyper fines et donc il n'est pas impossible qu'il y ait un effet de la température sur les gouttelettes. Voilà. Et donc, il y a un troisième effet qui est celui des ultraviolets sur la carapace du virus. Alors, qu'en penser? Eh bien, le docteur Mike Ryan nous dit « J'espère que le virus faiblit ». C'est ce qu'on espère tous. Effectivement, par mutation, il n'est pas impossible qu'il faiblisse. Nous l'espérons tous, mais nous ne pouvons pas, à ce stade, en faire le pari. Et rappelons quand même qu'il y a beaucoup de maladies qui n'ont pas eu qu'une seule vague, mais qui ont eu des vagues successives, en particulier la grippe espagnole de 1919, qui en 12 mois tua plus de 20 millions de personnes à travers le monde. Et c'est vraiment dans ce contexte-là qu'on était dans cette épidémie-là. Donc, je pense que même s'il y a plein de choses qui auraient pu être faites mieux, le confinement a été important pour arrêter et ne pas saturer les hôpitaux. Alors, en guise de conclusion, au niveau de la modélisation, il me semble que les spécialistes n'étaient pas tout à fait prêts. Nous n'étions pas tout à fait prêts et beaucoup de spécialistes qui travaillent sur le sujet ont dit qu'ils avaient proposé des sujets de recherche qui n'ont pas été financés parce que personne n'y croyait à une épidémie de ce type-là. Voilà. Donc maintenant qu'on est dedans, il y a eu pas mal d'efforts qui ont été faits. Espérons que cet effort qui a été fait va continuer. Au niveau de la prise des données, on n'était pas tout à fait prêt, on n'était même pas du tout prêt. D'accord ? Les données sont essentielles dans ce genre de choses et avoir des données, ça a vraiment été des données propres, ça a été vraiment la croix et la bannière. Au niveau des collaborations, on n'était pas non plus tout à fait prêt parce que collaborer avec des équipes, ça demande du travail et ça demande effectivement de passer beaucoup de temps. Et puis, pour que les gens acceptent de travailler ensemble, il faut avoir un discours. On le sait bien quand on travaille avec des gens d'autres disciplines. Là, il n'y a pas eu beaucoup de collaboration entre les maths et les épidémiologistes. J'ai eu une chance énorme de pouvoir m'intégrer dans ces deux projets, mais il y a d'autres initiatives qui n'ont pas été aussi positives. Le choc a été rude, espérons donc que nous améliorerons nos processus pour la prochaine vague ou la prochaine épidémie. Et donc, ce que je vous ai présenté, c'est essentiellement des modèles compartimentaux, mais il y a plein d'autres façons de modéliser. Les modèles individus centrés, donc je vous envoie sur l'exposé de Dirk Drasdo, visible sur le site que j'ai déjà cité. Les modèles discrets à retard, qui était un nouveau modèle proposé dans l'exposé de Tahar Boulmezaoud. Et puis, on a eu beaucoup d'exposés aussi sur le contrôle, sur différentes façons de contrôler la maladie. Partant de modèles du type SIR, SEIR, MAGAL, COLISA,
il y a plusieurs idées de contrôle qui ont été proposées pour, après le confinement, proposer des nouvelles choses. Alors pour le moment, il n'y a rien à proposer parce qu'il n'y a pas de rebond. Mais en septembre, en novembre, en octobre ou en novembre, ça va peut-être remonter. Je vous remercie et on peut passer aux questions si vous voulez bien. Merci Yvon. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Levez la main. Je regarde. Alors, François. François, je vois une question. Vous m'entendez? Oui, oui. Oui, bonjour tout le monde, bonjour Yvon, merci. Moi, j'avais une question qui me brûle les lèvres depuis le début. Il y a deux phénomènes il y a un phénomène qu'on connaît depuis le début de cette maladie, c'est la forte dépendance des cas graves en fonction de l'âge, cas graves et du taux de mortalité. Et puis, ce qui semble émerger depuis quelques semaines, c'est aussi la forte dépendance d'une espèce d'immunité bizarre, peut-être, on ne connaît pas exactement l'origine, qui fait que les enfants sont pas touchés, non seulement sont pas touchés, mais sont pas vecteurs de la maladie. Alors, comment ces modèles compartimentaux peuvent-ils tenir compte de tout ça, sans mettre 100 classes d'âge en jeu, quoi, sans faire des modèles ultra fins avec. Alors, les modèles utilisés dans l'équipe de Kolitza et Boel utilisent 3 ou 4 classes d'âge qui représentent à peu près effectivement ce que tu viens de dire au niveau de la classe d'âge. Donc, on n'a pas besoin de les mettre partout, ces classes d'âge. On peut les mettre aux endroits principaux, c'est-à-dire au moment où il y a les personnes exposées. Donc ça c'est un élément. On peut limiter la multiplication et on peut tenir compte du fait qu'il y a des classes d'âge. Et il y a pour cela des matrices de contact qui existent, qui sont développées, dont je n'ai pas parlé, qui sont la façon dont les différentes classes d'âge rentrent en contact et éventuellement ce qu'on peut casser en isolant les enfants des personnes les plus âgées, par exemple. Alors le cas qui est de l'immunité collective, là, sur lequel on ne comprend pas grand-chose, et qui pourrait être expliqué par donc deux choses, soit le virus se fatigue. S'il s'agit d'une baisse de nécessité, s'il s'agit d'arriver à la conclusion qu'on n'a pas besoin d'atteindre les 65% dont on parlait au début, mais que 10% suffisent, ça peut venir du fait soit que le virus se fatigue, donc à suite de mutations, le virus faiblit en force, en maladie, et donc éventuellement va continuer à se développer, mais de façon moins létale et moins catastrophique qu'actuellement. On a vu qu'il y avait quand même plein de coronavirus qui existaient et qui peuvent nous infecter et qui ne nous infectent pas au point, qui ne nous rend pas malades au point de celui-là. Ou alors, il peut y avoir les super spreaders c'est pas le virus qu'ils ont qui est particulièrement virulent, mais c'est un certain comportement ou une certaine amplification qui est liée à une qualité particulière. Et donc, une fois que ceux-là ont tous été malades, le bêta qu'on va mesurer maintenant est un bêta qui est plus proche de celui de la population normale. Donc, avec des bêta et des gamma qui dépendent du temps, on va arriver maintenant à n'avoir que ceux qui correspondent à la majorité de la population et qui n'a rien à voir avec celui qu'avaient les super spreaders. Si je peux me permettre juste de rebondir, il y a quand même une hypothèse qui a l'air d'émerger en ce moment, c'est que disons, moins de 20 ans ou moins de 30 ans sont essentiellement non seulement immunisés, mais non vecteurs. Et du coup, ça change complètement. Par exemple, ça expliquerait que l'Afrique n'est pas touchée parce que c'est une population jeune, etc. Oui, il y a aussi du soleil en Afrique. Il y a aussi du soleil. Il y a aussi du soleil, donc les ultraviolets peuvent avoir un effet aussi important. Donc, pour le moment, il y a pas mal d'inconnus et c'est certainement pas moi qui vais avoir une idée directe là-dessus. Du jour au lendemain, vous avez bien vu que les choses peuvent être complètement changées. L'hydroxychloroquine, là, le rapport qui est paru dans le Lancet vient d'être retiré. Donc, bon. Alors, toutes ces inconnues remettent un petit peu en cause tous les modèles que tu... Ou alors, est-ce que ça veut dire que c'est des paramètres supplémentaires que tu n'as pas pris en compte? Enfin... Alors, toutes ces inconnues font que, à mon avis,
une bonne solution est d'avoir un modèle très simple dans lequel il y a deux coefficients et par contre bien travailler sur la façon dont les coefficients dépendent du temps. C'est ça qui me semble important. D'accord? D'accord. Je passe la parole à Tahar Boummezaoud. Bonjour. J'ai juste une petite question, enfin deux petites questions, Yvon, je les pose en même temps. Oui. Dans le modèle SIR et les modèles qui en découlent, bon, le nombre de personnes susceptibles, le nombre de personnes retirées, le nombre de personnes infectées, sont toutes mesurées selon une politique de dépistage en France qui, par exemple, dépend des symptômes, etc. Alors, vous calibrez les coefficients sur des données qui sont administratives, qui sont elles-mêmes sujets à discussion. Oui. Alors, est-ce que ça permet en fait, et en particulier par exemple quand on regarde la formule de bêta de T que tu avais avancée avant, ça semble plutôt dépendre des taux d'infection dans la population et que lui se fait normalement par un échantillonnage aléatoire qui n'est pas fait. Non, qui n'est pas fait. Mais là, pour le moment, on peut se dire que il y a 75% qui vont être notistes et 25% qui sont notistes. D'accord? Et donc, à partir des notistes, on se dit, voilà la valeur du I qu'il faut prendre. C'est un facteur empirique pour le moment et qu'on pourra caler mieux dès que le sondage de Jocelyn en particulier sera fait. Mais il y a des indications quand même. Le sondage de Jocelyn permettrait d'être un petit peu plus rigoureux là-dessus, mais il y a quand même, dans pas mal de publications, un facteur entre 60% et 80% de notistes. D'accord, mais je ne sais pas si j'ai le temps de poser une autre question, mais… Oui, vas-y. Oui. Alors, du coup, dans le modèle, en fait, bon, normalement, les données qui sont communiquées actuellement, jusqu'à maintenant, sont souvent des données, les plus précises en tout cas, ce sont sur le nombre de personnes en réanimation et ensuite peut-être sur le nombre de personnes décédées, notamment décédées à l'hôpital. Ouais. Alors, ça, j'ai l'impression que c'est traité de manière un peu marginale dans les modèles, alors que c'est peut-être les données les plus fiables. Tout à fait, mais ça veut dire augmenter la complexité du modèle et arriver à un modèle à la Colizza. On voit ici, voilà, tac. C'est ce modèle-là, quoi. Pour moi, non, c'est très bien ce modèle-là, mais il faut avoir la connaissance de Boel et Colizza et des gens dans leur labo pour être capable d'utiliser un truc comme ça. Moi, ce que je propose, c'est une alternative à ça et essayer de voir si ça peut marcher. Est-ce qu'il y a eu des gens, par exemple, qui ont été infectés en France, puisque maintenant on a un peu de recul sur la durée, il y a au moins 4 mois, je pense. Est-ce qu'il y a des gens qui se sont présentés avec des symptômes et qui se sont représentés 3 ou 4 mois plus tard aux hôpitaux? Il n'y a pas de données de ce type-là? En gros, c'est pour voir… A priori, il n'y en a pas. Par contre, il y a des cas un peu bizarres de couples où un des partenaires du couple a eu tout ce qu'il fallait, donc il a été testé positif PCR. Il a eu une aguisie, il a eu le nez qui coulait, et donc l'autre partenaire n'a eu aucun symptôme et testé en sérologique après, ils sont tous les deux négatifs. Donc il y a des choses très bizarres qui se passent. Donc, est-ce que c'est un défaut de test? Donc c'est des choses. J'ai demandé à Maury Lambert de regarder un petit peu ça. Et donc, il m'a dit qu'il avait aussi eu des cas de ce type-là. Donc, on va peut-être essayer de comprendre ce qui s'est passé à ce niveau-là. Est-ce que ce sont des tests qui sont réellement, qui se sont mal passés, donc qui ont donné des faux résultats, ou est-ce que c'est des vrais négatifs? Alors, je passe la parole à Amandine. Merci, Amandine Weber. J'ai 2 questions à nouveau pour rebondir sur la discussion sur ce qu'on sait et ce qu'on ne sait pas des paramètres, genre les enfants sont-ils infectieux, etc. En fait, ça pose plutôt la question de l'identifiabilité des modèles, parce qu'on n'est pas tellement obligé de changer la structure du modèle, mais la question, c'est de savoir est-ce qu'il y a plusieurs jeux de paramètres qui mènent à exactement les mêmes courbes que ce qu'on observe là maintenant. Et ça, c'est un gros problème, il me semble. On a des modèles plus ou moins complexes avec 48, 24, 32 compartiments, mais finalement, est-ce que ces modèles-là sont identifiables et est-ce
est-ce qu'on peut vraiment faire de la prédiction fiable à partir de ces modèles-là et des données dont on dispose? Alors, si on regarde ce papier-là, oui, les paramètres là sont identifiables. Voilà. Donc, les paramètres sont identifiables, n'empêche qu'il y a une partie un peu intuitée et puis une partie calée. Une partie intuitée de façon indirecte, qui est le nombre de jours qui est mis ici, par exemple, ça, c'est pas calé. Ces choses-là ne sont pas calées. Ces choses-là sont intuitées par un comportement à peu près vu sur d'autres maladies. Et les paramètres qui sont fités, c'est les paramètres mu qui sont là, mu, p, etc., les probabilités qui sont ici. D'accord, mais du coup, si celui-ci est identifiable et qu'il donne un rôle aux enfants, ça veut dire que les enfants ont un rôle, point. Alors, c'est ça que vous êtes en train de dire? Oui. Donc ça répond à la question. Ben, ça répond à la question à un moment donné, mais maintenant, c'est peut-être plus le cas. Ce qui s'est passé avant le confinement et après le confinement n'a pas l'air d'être tout à fait du même type. Oui, mais alors, bon, d'accord, mais c'est un peu difficile à croire que les enfants peuvent être, jusqu'au 15 mars, les enfants peuvent être infectés, et puis à partir du 29 avril, les enfants ne peuvent plus être infectés. C'est bon, enfin, j'en sais rien. Si vous me dites qu'il est identifiable, je vous crois volontiers. Je n'ai pas regardé l'intégralité du papier. Et la deuxième question qui est un tout petit peu liée, c'est COVID-IA. Le IA, c'est intelligence artificielle, c'est ça? Oui. Et vous pouvez développer un peu sur ce point? Comment est-ce que l'intelligence artificielle va être utilisée? Alors, il y a eu quelques challenges qui ont été faits là-dessus. Donc, les modèles compartimentaux ou les modèles individus centrés reposent tous sur une certaine mécanistique. Comment on devient malade? On devient malade en rencontrant un infecté. Et les modèles individus centrés sont aussi des modèles sur lesquels on regarde un petit peu le comportement des gens. Est-ce qu'ils vont tous faire leurs courses au même endroit? Est-ce que dans cet endroit-là, il y a des rayons qui sont larges ou qui ne sont pas larges? Donc, il y a une partie mécanistique, d'accord? La partie intelligence artificielle essaie de, quand il y a beaucoup de données, utiliser des données extérieures auxquelles on n'a pas forcément pensé et dans lesquelles ils vont avoir un facteur important. Par exemple, celui de la météo. D'accord? Comment faire rentrer la météo dans un modèle compartimental? Assez difficile. Par contre, dans un modèle d'intelligence artificielle, mettre la météo, c'est facile. Il suffit de rajouter une donnée qui est les données météo et de voir si on arrive à mieux fitter les données à partir du moment où on a mis la météo. Donc, dans les challenges qui sont arrivés sur l'épidémie du Covid, les 10 meilleures solutions font appel à des notions qui n'interviennent absolument pas dans les modélisations classiques et ont l'air d'avoir un effet. Donc, comme d'habitude dans l'intelligence artificielle, c'est difficile que ce soit explicatif, mais si on s'aperçoit que tel type de données, la météo, peut avoir un effet, eh bien, dans ce cas-là, on peut se dire comment on pourrait le faire rentrer à l'intérieur d'un modèle. Donc, l'intelligence artificielle soit sollicite la compréhension mécanistique et va permettre d'améliorer les modèles, soit ça reste dans le domaine un peu de la magie noire, il n'y a pas d'explication, mais le fait est que quand on les met, ça marche mieux. C'est moyennement satisfaisant comme réponse. Hein. Mais, oui, parce que bon, on m'a toujours appris que corrélation n'était pas causalité. mais bon, c'est une autre approche. Non, je me demandais si c'était vraiment deux approches combinées, mécanistiques, et que vous utilisiez l'IA pour l'approche mécaniste ou si c'était deux approches différentes. Non, mais c'est deux approches qui vont se nourrir l'une l'autre, bien évidemment. L'objectif, c'est celui-là. Merci. Alors, je donne maintenant la parole à Laurent Dumas. Oui, merci Albert. Merci Yvon pour ton exposé. Moi, je crois effectivement plus au modèle avec moins de paramètres, mais une dépendance en fonction du temps. Et donc, quelle forme as-tu observé dans la première courbe que tu as montrée, du bêta et du gamma? Quel est le type de variation que tu as observé sur les deux paramètres en fonction du temps? Donc, c'est des résultats très préliminaires. Hein. Il faut peut-être les nettoyer un petit peu plus. Et donc, voilà à peu près le comportement qu'on a eu sur les données. Donc, un bêta qui augmentait pas mal et puis ensuite qui diminuait. Et donc, là, la date, je ne me souviens plus quelle est la date.
Et là, pour le gamma, je ne sais pas trop quoi en tirer de ce gamma. Oui, c'est-à-dire le gamma, je ne vois pas trop l'échelle. Est-ce qu'il y a des fortes variations ou c'est plutôt constant? C'est 0,02 jusqu'à 0,12, d'accord? Donc, c'est 2 10-2 jusqu'à 12 10-2. Et là, ça monte, c'est 0, ça décroît ici et ça fait une bosse ici. C'est pas très compréhensible. Oui, d'accord. Là, c'est peut-être un en fait. peu mieux. Les variations sont entre 0,1, 0,2 et 0,6. Et donc, il y a peut-être un petit peu plus de compréhension à tirer d'ici. Le bêta pour l'Espagne, il est pas mal du tout, hein. Le bêta, on voit bien une belle diminution avec des petites valeurs ici et des plus grandes valeurs là. C'est pas un problème inverse mal posé. Tu n'as pas un problème de régularisation quand même à faire dans cette histoire-là parce que… Si, il y a de la régularisation à faire, mais il y a aussi des données qui sont très bruitées. Voilà. Donc, si on avait des données très propres qui suivaient un modèle, n'importe lequel, voilà quelle est la bonne valeur du bêta et du gamma. Oui, mais justement, quand tu dérives, tu as un problème de mal posé, en fait. Oui, tout à fait. Voilà. Donc, on a obtenu ces valeurs-là en minimisant les données au modèle et en fitant le modèle bêta-gamma sur quelques jours. Donc, je répète ici 7 jours pour la France et 5 jours pour l'Espagne, pour qu'il y ait un minimum entre la partie simulée et la partie modèle. Okay, on n'a pas utilisé cette formule-là parce que l'idée est venue après. Et donc, l'idée serait effectivement de régulariser la courbe, d'avoir une régularisation de la dérivée en temps pour essayer de comprendre ce qui se passe et pour en tirer quelque chose. Peut-être que ça sera mieux. OK. Alors, on va prendre encore une question. Donc, Atman Bhakta. Salut Atman. Voilà. Bonjour, vous m'entendez? Oui. Parfait. Donc, merci. Alors, c'est pas vraiment une question, c'est plus pour compléter un petit peu la réponse d'Yvon là, sur la dernière question. Déjà, sur les courbes que tu as montré, Yvon, en fait, je crois que le bêta, là, c'était avant confinement et après confinement. Donc, on voit que le bêta diminue après confinement, donc ce qui correspond pas mal à ce qu'on s'imagine. Et le deuxième complément de réponse, c'est en fait la fonction de coût qu'on prend pour minimiser, elle joue un rôle très important, mais ça, on l'imagine déjà dans la situation générale. Mais ici, en particulier, parce que vu la dynamique exponentielle des données, en fait, les prendre avant le confinement et après le confinement, si on prend la même fonction de coût, en fait, ça fait que le problème, il n'est pas… Dans l'idéal, il faudrait prendre deux fonctionnels de coûts différentes avant et après le confinement pour tenir compte de deux dynamiques complètement différentes. Mais comme, a priori, on a envie de faire des choses où on n'impose pas de manière forcée un temps de rupture, ça explique peut-être pourquoi il y a des trucs un peu pas très smooth qui apparaissent. Donc, on y travaille encore. Merci Atman. Donc ici, effectivement, on voit bien qu'il y a une valeur un peu plus grande ici et puis ici une diminution importante avec quelque chose ici qui doit être de la taille du confinement. Pour l'Espagne, c'est bien. C'est pour la France que c'est un peu incompréhensible, cette augmentation énorme de la valeur du coefficient ici pour redescendre ici à des valeurs et puis pas trop de décrochage quand même. Une décroissance, certes, mais pas trop de décrochage au moment du confinement. Et en tout cas, la valeur du gamma, elle n'est pas très, très compréhensible encore. Donc, à voir. Je donne la parole maintenant à Bruno Després. Bonjour Yvon. Ouais. C'était donc à supposer que donc des modèles comme ça de type SIR étendus avec des données et puis des validations soient efficaces au niveau français, on peut imaginer passer à l'échelle à un niveau européen et tout ça. Donc ma question c'est, tu as une visibilité sur ce qui se passe sur ce genre de questions à un niveau plus large, au niveau européen par exemple? Est-ce qu'il y a des modèles similaires en Allemagne, en Italie, en Angleterre? Qu'est-ce qui se passe sur ce sujet? Des modèles avec des bêta de t et gamma de t qui varient en fonction du temps, ça je ne sais pas. Mais donc là, on a essayé l'Espagne, on a essayé l'Italie, on a essayé la France. Et si la question c'est est-ce qu'il y a des gens qui travaillent sur des modèles de façon générale dans d'autres pays, oui, bien sûr.
Oui, d'accord, mais tu n'as pas de visibilité. Non, parce que dans ce genre de situation, quand il y a des modèles comme ça d'un pays à l'autre, que plusieurs Oui. pays ont des modèles, au bout d'un moment, on commence à les comparer. Enfin, je veux Oui. dire, je suis en train de parler de l'avenir, là, évidemment. Oui. D'accord? Oui. On commence à les comparer et généralement, c'est extrêmement important de comparer les modèles, de comparer ce qu'on a mis dedans, d'ailleurs, et voilà, et de faire des recalages. Alors, les modèles, ce qu'on a mis dedans, tout le monde met à peu près le même genre de choses. Le même d'accord. genre de choses. Les compartiments, tout le monde met à peu près les mêmes genres de choses. Et le modèle intuité au début par Magal, donc il est largement utilisé maintenant de façon Et les internationale. eaux usées, là, c'est quelque chose qui est Alors, les eaux usées, nouveau. on est en train. Alors, les eaux usées, c'est tout nouveau. Il y a eu dans plusieurs pays, ils ont noté qu'ils étaient capables de qualifier la présence du virus, mais pas de le quantifier aussi bien que dans la publication que je vous ai montrée. D'accord? Ah, d'accord. Dans ce papier-là, c'est vraiment le premier qui montre une réelle quantification, une belle montée en même temps que la montée de l'épidémie et une descente due au lockdown, due au confinement. Donc là, c'est vraiment très clair. Alors, donc on n'est pas les seuls à mettre ça en évidence, mais on est les premiers, en tout cas, à le mettre aussi bien en évidence. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, il y a effectivement une coordination européenne qui est en train de se monter. Et dans ce cadre-là, le réseau Béquine peut apparaître comme étant un nœud de ce réseau européen qui est en train de se monter. On a déjà du mal à monter ça au niveau français, donc on n'y passe pas un temps infini au niveau européen. Ça serait bien, mais ça serait bien aussi qu'au niveau français, ça puisse aller un peu plus vite. Non, bien sûr, c'est tout à fait en avance de phase, ma question. Ouais. Bien sûr. Merci. L'idée aussi, c'est que le coût des eaux usées, ce serait bien de le développer en Europe, mais c'est bien aussi de le développer dans des pays qui ne sont pas capables d'avoir autant de suivi au niveau des tests. Donc, parlons pas de la France, puisqu'à un moment, on n'en avait pas, grandement pas suffisamment. Et donc, en France, c'était important de mettre ça en place. Mais il y a quand même pas mal d'autres pays qui n'auront pas les moyens d'accompagner avec beaucoup de tests. Et donc, regarder du côté des eaux usées, ça peut être intéressant. D'accord. Oui, parce que ça coûte pas très cher, c'est ça. Ok, donc je pense qu'on va terminer le séminaire, mais ceux qui veulent discuter un peu peuvent bien sûr rester. On va prendre la parole d'une manière plus forum. Et donc merci Yvon pour ce superbe tour d'horizon de tout ce qu'il y a. Et il y a bien d'autres choses, je sais qu'il y a bien d'autres choses. Voilà, merci.